Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Pêle-Mêle, le cinquième du nom. En effet, cinquième car cinquième anniversaire de la chaîne Mathéma. Et ouais, je trouve ça incroyable quand je repense rétrospectivement à tout ce qui s'est produit pour la chaîne, toute son évolution, les différents concepts qui se sont développés, la régularité qui s'est également développée depuis le début. Bref, quand je repense à tout ça, je me dis incroyable. J'aurais jamais pensé que la chaîne aurait perduré aussi longtemps, en tout cas quand j'ai commencé. Il y avait plein de choses auxquelles je ne pensais pas et maintenant j'y pense beaucoup, hein, notamment le fait que ça m'aurait pris autant de temps de constituer cette banque d'exercices pour les classes préparatoires grandes écoles et d'arriver enfin à cet objectif, car c'est ça le truc le plus gros de cette année, c'est qu'on va atteindre l'objectif que je m'étais fixé au tout début concernant les exercices pour les classes préparatoires, c'est-à-dire vous proposer une banque d'au moins 300 exercices vidéo, exode-call et petit exode-call confondus. Bref, voilà, quand je repense à tout ça, que je repense aussi aux différents concepts que j'ai commencé à développer, et que je repense à notamment aller un peu plus loin sur les choses que je fais en recherche et vous partager tout ça. Vous partagez également ce que j'ai vécu pour en arriver là où j'en suis, c'est-à-dire actuellement en tant que postdoc à l'université de Leeds. Bref, plein de belles choses, en fin de compte, toutes les interactions aussi que j'ai pu avoir avec vous, les abonnés et même des gens qui ne sont pas forcément abonnés. Bref, des échanges que j'ai pu avoir par mail, que j'ai pu avoir aussi par vidéoconférence. Ça aussi, c'est vachement cool. Bref, je tenais simplement à vous remercier encore une fois pour l'intérêt toujours plus grandissant que vous portez à la chaîne. D'ailleurs, bon, par rapport à cet enregistrement, je ne serai peut-être pas à jour, mais on va bientôt, ou on aura passé les 5000 abonnés. Ça va dépendre de ce qui se passe entre les deux. Mais bref, voilà, 5000, 5 ans, que voulez-vous de plus? Ça fait vraiment plaisir à voir. Donc merci, merci encore pour cet intérêt toujours plus grandissant, de voir qu'il y a autant de gens qui sont intéressés par les mathématiques, et notamment par les mathématiques que je diffuse. Ça fait vraiment plaisir à voir et puis ça donne envie de continuer tout simplement, hein. Il y a des jours qui n'ont pas toujours été aussi faciles. Voilà, il y a eu des moments de bas qui sont passés, même des moments de bas assez récents, notamment vis-à-vis de la mise à jour de YouTube qui me casse pas mal les pattes. Je ne dois pas vous mentir là-dessus. Mais bref, voilà, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir à voir tout ça. Écoutez, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est encore une fois un grand merci pour tout ça. Et puis, pourvu que ça dure. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, pourvu que ça dure. Bref, ce petit moment d'émotion étant passé, on va pouvoir se lancer véritablement dans cet épisode de Pêle-Mêle. Donc, vite fait, je vous fais un rappel du concept. Le principe est le suivant, je vais passer à travers 10 contre-exemples, 10 contre-exemples qui vont faire le tour d'une bonne partie des mathématiques. Je ne dis pas que je ferai tout le temps le tour de toutes les mathématiques possibles, mais en tout cas le but du jeu c'est de faire le tour d'un certain nombre de mathématiques que l'on rencontre en classe préparatoire grandes écoles, et voire plus. Et l'idée c'est de partager des exemples ou des contre-exemples qui peuvent être hyper importants face à des exercices, car il arrive bien trop souvent à des étudiants, face à des exercices en sujet concours ou en oral, de penser un peu trop rapidement à une solution et de ne pas rétro-pédaler et se poser un petit peu la question, mais est-ce que ce que je viens de dire est vrai? Est-ce que je ne peux pas trouver un exemple ou un contre-exemple? Eh bien, c'est tout l'objectif des pêle-mêle, c'est de vous armer face à ça. Ça arrive plein de fois de se dire parfois, même par facilité en fait, de se dire par exemple que la somme de deux matrices diagonalisables est diagonalisable, alors que non. Voilà, par exemple, ça peut être le genre de facilité qui peut venir à l'esprit un peu rapidement face à des exercices. Et bon, l'objectif, c'est en effet de vous armer contre ça et d'éviter ces facilités. Surtout que ça arrive beaucoup plus souvent en fin de sujet concours, puisque avec la fatigue, tout ça, on a tendance à simplifier nos raisonnements et à aller beaucoup trop vite sur les étapes, et par conséquent faire des erreurs. Donc l'objectif, c'est justement d'éviter ces erreurs un peu bébêtes qui peuvent arriver, tout simplement, et de vous permettre de commencer à vous dire à chaque fois que vous êtes face à un exercice ou face à une solution écrite, est-ce que ce que je viens d'écrire est correct? Est-ce que je ne peux pas trouver un exemple ou un contre-exemple? C'est tout l'objectif de la chose. Bien, maintenant que j'ai rappelé le concept, eh bien on va se lancer à travers cette liste de 10 exos, hein. J'ai toujours, comme à chaque pêle-mêle, ma feuille avec les 10 contre-exemples, parce que bon, c'est pas évident de se souvenir des 10 contre-exemples. Il y en a certains que j'ai écrits il y a plusieurs mois de ça, et il y en a d'autres que j'ai écrits là tout récemment, donc c'est un peu plus frais dans mon esprit. Et donc on va passer à travers ces contre-exemples gentiment, et on va commencer par un premier exemple ou contre-exemple. Ici, je vais vous demander plutôt un exemple. J'aimerais un exemple d'une équation différentielle. Donc parlons équation différentielle. D'une équation différentielle linéaire du premier ordre. Donc vraiment un truc super gentil. Mais là, je vais écrire un truc qui va vous surprendre.
Normalement, en tout cas, si vous n'avez jamais réfléchi à ça avant, si vous aviez déjà pensé à ça, eh bien tant mieux pour vous, c'est très très bien. Mais l'objectif, c'est aussi de vous proposer des trucs qui peuvent être un peu surprenants. Et bien là, justement, le truc un peu surprenant, c'est on a une équation différentielle linéaire du premier ordre, dont l'espace des solutions homogènes donc c'est un R espace vectoriel, hein. Ici on se simplifie un peu la vie en regardant des fonctions qui vont de R vers R, et de dimension infinie. Et c'est là la grande surprise, parce que généralement, quand on est face à une équation linéaire du premier ordre, on peut penser, peut-être un peu trop rapidement, que l'espace des solutions homogènes d'une telle équation, c'est de dimension 1. Eh bien, figurez-vous que pas forcément. Et cela va dépendre de certaines conditions que vous allez poser sur les fonctions que vous allez poser dans votre équation différentielle. Bref, sans trop vous divulgacher les choses, je vous invite dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de trouver par vous-même un exemple avant que je ne vous en donne un. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Eh bien, tout l'enjeu était surtout de jouer sur le fait que pour avoir une dimension 1 sur l'espace des solutions, il faut que la fonction qui se trouve en coefficient devant le terme en y' ne s'annule pas dans l'intervalle dans lequel on travaille. Donc si on pense à ça, on peut se dire on va jouer justement avec cette fonction-là et on va supposer que cette fonction-là s'annule une infinité de fois. Et donc si on fait ça, on peut se poser sur R et poser par exemple, bon bien sûr j'aurais pu faire d'autres types d'exemples en jouant là-dessus, l'équation suivante. Alors, moins 2 fois cosinus x, y de x égale 0. Donc voilà, considérons donc cette équation. Là, la particularité, c'est que sinus x vaut 0 si et seulement si x est un multiple de pi, donc pi z. On se retrouve avec ça. Et donc, une fois qu'on a ça, vous pouvez comprendre très rapidement que si on se restreint à des intervalles ouverts, donc de la forme kpi, k plus 1 pi, là on aura bien des espaces de solution de dimension 1. Et tout l'objet de la chose, c'est de justement jouer avec ces intervalles-là et de prendre une solution dans ces intervalles-là, puis tous les autres les mettre à 0. Alors si on regarde un petit peu à quoi va ressembler la solution de cette équation, eh bien on va diviser par sinus, bien sûr comme d'habitude, on cherche une primitive de cette chose-là, donc ça va nous donner un ln de sinus je pense, donc 2 fois ln de sinus, avec le moins qui va disparaître, donc ça fera exponentielle de 2 ln de sinus, et on se rend compte qu'on se retrouve avec du sinus carré, tout simplement. Donc en effet, ce que je vais faire, en jouant exactement avec ce que je viens de dire, donc si je prends k un élément entier, je peux définir gk de x comme étant sinus carré de x si x est dans k pi, k plus 1 pi, et 0, sinon. Voilà, et si je joue là-dessus, vous pouvez vous amuser à vérifier que ma fonction gk est bien une fonction C1, et que les gk forment une base enfin c'est pas une base d'ailleurs, comment dire, je pourrais dire que c'est une base, d'une certaine manière en tout cas, même si, ouais, je suis pas convaincu que je puisse vraiment dire que c'est une base. Parce que le problème c'est que pour pouvoir dire que c'est une base, ça voudrait dire que n'importe quelle fonction peut s'écrire comme combinaison linéaire finie de ces fonctions-là. Ça n'est pas le cas, je pourrais très bien considérer la fonction qui vaut juste tout le temps sinus carré de x, et ça marcherait aussi. Sauf que cette fonction-là ne serait pas la somme, ne serait pas une somme finie des gk de x. Donc je ne peux pas affirmer que c'est une base, mais en tout cas c'est une famille libre infinie. Et c'est terminé, ça veut dire que mon espace est de dimension infinie. Donc ça c'est bien C1, je vous laisse le soin de le vérifier. Et en effet les gk forment une famille libre, tout simplement parce que les supports sont disjoints. C'est aussi simple que ça. Libre, donc... voilà, bon, tout simplement libre. Donc... l'espace des solutions. Bon, ici, les solutions, c'est la même chose que les solutions homogènes. Et de dim infini. Voilà. Et donc, tout l'enjeu, c'était de s'amuser avec la fonction qu'on pouvait mettre donc, en coefficient devant le y'. Et ça menait directement à un contre-exemple. Voilà, important. Bien, alors voilà, on a fait donc notre premier contre-exemple. On va essayer un deuxième contre-exemple. Hop.
Alors, le deuxième contre-exemple que j'aimerais proposer, c'est... Ah oui. Alors, deuxième contre-exemple, je vais essayer de mettre ce que j'écris en lumière, comme ça on voit pas, on n'a pas de problème avec la lumière. Donc, si A est dans Mn de R et que A carré est une matrice symétrique réelle, est-ce que ça implique, question, est-ce que ça implique que A est une matrice symétrique réelle? Voilà. Donc bon, ça paraît peut-être un peu bébête comme question, mais bon, je pense que vous devriez vous persuader que l'autre sens est vrai. Donc c'est-à-dire si j'ai une matrice symétrique réelle, alors les puissances d'une matrice symétrique réelle va être aussi symétrique réelle, tout simplement par la transposition qui se comporte super bien par rapport au produit. Normalement, on devrait inverser les termes du produit, mais comme tous les facteurs du produit, mais comme tous les facteurs sont égaux, il n'y a aucun problème avec ça. Bref. Mais là, on demande un truc dans l'autre sens. Donc est-ce que le fait de savoir que le carré d'une matrice est symétrique réelle implique que la matrice est symétrique réelle? Je vous invite à faire une petite pause pour essayer de déjà voir si cette propriété est vraie ou non. Et si oui, prouvez. Sinon, donnez un contre-exemple. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Bon, il suffit de trouver un contre-exemple. Hein. Je pense que c'est assez simple de se convaincre, enfin je pense que ça devrait être simple de se convaincre que cette propriété n'a pas l'air si simple à démontrer, et donc vous aurez raison de croire que ça n'est pas possible. Et en effet, si je prends la matrice tout bêtement antisymétrique suivante, voilà, donc cette matrice-là n'est pas symétrique réelle, et bien si je calcule son carré, vous pouvez vous amuser à voir que la matrice que vous allez obtenir, c'est égal à moins identité. Donc pensez là, ici, matrice de rotation. D'accord, ça c'est une matrice de rotation pi sur 2, pour être exact. Et donc en faisant 2 fois la rotation pi sur 2, ça donne une rotation pi qui donne donc moins l'identité. Hein. C'est la même chose que la symétrie centrale en 0. Voilà. Et celle-ci, elle est bien symétrique réelle. Alors que celle-ci, clairement pas. Donc c'est faux. Voilà. Bon, de toute façon, vous pouvez vous y attendre à la réponse de cette question, puisque de toute façon, c'est le principe des pêle-mêle, c'est de vous donner des exemples ou des contre-exemples. Donc, si à un moment on doit se lancer dans une preuve, c'est que le truc n'était vraiment pas évident. Hop. Alors, je vais essayer d'échanger l'emplacement des tableaux, histoire que vous ayez encore sous les yeux l'exemple. Voilà, c'est ça l'avantage d'avoir 2 tableaux. Et puis, on va passer sur le troisième. La troisième question, troisième exemple ou contre-exemple à exhiber. Alors, le troisième, la question est, est-ce que, c'est une question ici, est-ce que pour la suite AN, à coefficient, enfin une suite complexe tout simplement, on a l'équivalence suivante, donc la série des modules de AN converge si et seulement si l'intégrale de 0 à l'infini de la somme pour n allant de 0 à l'infini de AN sur n factoriel x puissance n, que je ne fasse pas de bêtises, exponentielle moins x, dx, est-ce que si ça converge, alors ce truc-là converge? Voilà la question posée. Et encore une fois, si c'est vrai, essayez de le prouver. Si c'est faux, essayez de trouver un contre-exemple. Bon, vous l'aurez compris, c'est le principe des pêle-mêle. Peut-être qu'il est bon d'essayer de trouver des contre-exemples. Donc je vous invite à nouveau à faire une pause pour essayer de trouver des exemples, des contre-exemples ou une preuve de certaines propriétés liées à cette équivalence. Ok, j'espère que vous aurez donc essayé. Hop. Alors en fait, donc la réponse est faux, hein, l'équivalence n'est pas vraie, mais il va y avoir une implication qui est vraie et l'autre qui est fausse. Alors le sens qui est vrai, on va peut-être pas le développer aujourd'hui, juste par manque de temps, mais c'est ce sens-là. Celui-ci est vrai. Alors, pour montrer que ce sens-là est vrai, il va falloir essayer de jouer sur le fait que cette série-là puisse converger. Il faut réfléchir un petit peu à ce à quoi va ressembler cette chose-là. Voilà, je pense essentiellement c'est ça le truc. Et puis il faudrait peut-être regarder l'étude de la fonction qui se trouve ici en xn exponentielle moins x sur n factoriel, j'imagine que c'est un truc comme ça, pour pouvoir éventuellement faire un échange de séries intégrales.
Et si on arrive à faire cet échange de séries intégrales, j'imagine qu'avec les intégrales, le n factoriel va se simplifier, parce que c'est normalement ce qui va se produire. Le n factoriel va se simplifier, et puis après, on va se retrouver juste avec la série des AN, celles-ci convergent, puisqu'on sait déjà qu'on a convergence en module. Donc ce sens-là va être vrai, moi je ne vais pas développer davantage, même si je vous ai quand même donné une bonne piste sur comment il fallait s'y prendre. Éventuellement on pourra développer ça à travers un petit exo de colle, on verra ça. Mais en effet l'équivalence est fausse, et pour l'autre sens, il suffit de penser à prendre la suite AN comme étant -1 puissance n. Si je prends celle-ci, c'est clair que la série en module diverge, voilà. Mais par contre, si je regarde la somme que j'obtiens, -1 puissance n sur n factoriel x puissance n e moins x, ça va me donner e de moins 2x. On reconnaît la série exponentielle, mais calculée en moins x, donc ça va faire en fait exponentielle moins x fois exponentielle moins x, donc exponentielle de moins 2x, et l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins 2x dx, on peut la calculer. Bon allez, je vous fais ce plaisir, donc on va se retrouver avec exponentielle moins 2x divisé par moins 2, tac, calculé en 0 et en l'infini. Si je calcule en infini, ça fait 0, donc, et si je calcule en 0, ça va faire 1 demi du coup, et avec le moins, ça donnera juste 1 demi. Voilà. Donc, en effet, l'autre sens est faux. Mais par contre, le sens direct est vrai. Et tout l'enjeu, c'est d'essayer de justifier qu'on puisse échanger la série avec l'intégrale. Je pense que c'est essentiellement ça la clé. Si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec les intégrales classiques de l'air x puissance n exponentielle moins x qui devrait être égal à n factoriel, un truc comme ça, je pense. Et du coup, vous allez vous retrouver finalement avec la série des AN. Je pense que c'est une idée comme ça qui devrait être sous-jacente pour prouver le sens direct. On développera ça à travers un petit exo de colle, éventuellement, on verra ça. Bref, on va passer au contre-exemple numéro 4. Ok. On va s'amuser à échanger les tableaux. Alors, contre-exemple numéro 4. Alors, je trouve que cet exemple-là est assez amusant. Donc, 4. Donc, j'ai une matrice A dans Mn de R. Encore une fois de l'algèbre. J'ai une matrice A dans Mn de R. Et je sais que A puissance K est diagonalisable pour tout K plus grand ou égal à 2. La question c'est, est-ce que ça implique que A est diagonalisable? Bon voilà, donc à vous de jouer. Est-ce que cette propriété est vraie ou non? Si elle est vraie, donnez-moi une preuve que cette propriété est vraie. Si elle est fausse, donnez-moi un contre-exemple. Allez, à vous de jouer. Ok, j'espère que vous aurez trouvé, en effet, cette propriété-là est fausse. Elle est fausse si A est nilpotente, par exemple. Donc si vous prenez une matrice A nilpotente d'indice 2, malheureusement A n'est pas diagonalisable, mais en mettant au carré, on va se retrouver avec la matrice nulle, et la matrice nulle est diagonalisable. Donc, en effet, 4 est faux. Donc c'est faux. Et prenez dans N2 de R, si je prends A égale la matrice suivante, c'est gagné. Puisque si je la mets au carré, ça fait 0. Mais par contre, le truc que je trouve très rigolo, c'est que cette propriété devient vraie si je suppose que A est inversible. Alors je vais vous inviter à nouveau à faire une pause pour essayer de démontrer cette petite propriété dans le cas où A est inversible. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Donc, comme je l'ai dit, c'est vrai si A est inversible. Et comme on prouve que c'est vrai, on utilise le polynôme caractéristique. Donc en effet, on sait par quel est Hamilton. On sait que Kia de A est égal à 0. Mais on sait aussi que Kia de 0 est non nul. Ok. Donc on pourrait développer ce polynôme caractéristique en quelque chose de la forme une constante, on va l'appeler A0 fois identité, plus un polynôme P qui est divisé par x, donc on pourrait peut-être écrire x fois P de x. Voilà, donc on peut écrire ce polynôme caractéristique de cette forme-là. Et donc, si je multiplie par A, l'égalité en calculant A, donc j'ai oublié d'écrire que je calculais en A.
Bon, bah, si je réécris la chose en multipliant par A, je me retrouve avec finalement, et en mettant tout le monde du bon côté, je vais avoir A qui va être égal à 1 sur A0, éventuellement avec un moins, fois A carré P de A. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, les matrices qui sont ici sont diagonalisables. Mais non seulement elles sont diagonalisables, comme elles commutent entre elles, toutes les puissances de A commutent entre elles, elles sont diagonalisables simultanément. Donc toutes les puissances, alors, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, donc je vais monter, toutes les puissances de A sont diagonalisables et commutent. Et ET commute. Donc on a une diagonalisation simultanée qui apparaît. Simultanée. Donc ça veut dire alors que là on est en train de faire une somme de matrices qui sont diagonalisables simultanément, et ça veut dire alors que cette matrice-là est diagonalisable. Vous voyez, c'est amusant, hein. Donc diagonalisable. Et donc c'est terminé. On vient de démontrer que cette chose-là est diagonalisable, donc la matrice A est diagonalisable. C'est pas mal ça, hein. Voilà, bah, je trouve ça assez rigolo. Donc en effet, on peut démontrer que si A est inversible, alors la propriété que je vous avais demandée est vraie. Mais par contre, si A n'était pas inversible, alors la propriété est fausse. Bon, je ne sais pas trop si c'est totalement lisible ici, mais on va voir. Normalement, ça devrait le faire. C'est pour ça que je le trouve intéressant cet exemple, c'est vraiment ce côté que ah bah c'était vrai si c'était inversible, mais c'est faux en général. Et vous remarquerez qu'il y a quelques-unes des questions qui sont comme ça. Et je trouve que c'est intéressant aussi de se poser la question sur les conditions pour lesquelles une propriété énoncée pourrait être vraie. Voilà. Donc ça aussi, c'est l'enjeu des pêle-mêle, c'est aussi se poser ce genre de questions. Au-delà du fait de trouver des exemples ou des contre-exemples, c'est aussi essayer de se poser la question à quelles conditions est-ce qu'une propriété reste vraie? Enfin, deviendrait vraie. Plutôt ça. Ok, alors on va passer à la question 5. Ou en tout cas, la cinquième chose que j'aimerais vous proposer. J'aimerais que vous me trouviez un exemple d'une suite de fonctions, donc on repasse sur de l'analyse, une suite de fonctions fn qui convergent uniformément vers une fonction f, on va dire sur R, voilà, telle que... Alors, je réfléchis juste en espérant ne pas faire de bourde. Donc, telle que les Fn sont C1, mais malheureusement pas F. Voilà. Donc, essayez de me trouver un exemple d'une suite de fonctions Fn qui convergent uniformément vers une fonction f sur R, telle que les Fn sont tous C1, mais que malheureusement f n'est pas C1. Voilà. Donc encore une fois, je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo pour essayer de trouver par vous-même un exemple avant que je ne vous en fournisse un. Bien, j'espère que vous aurez essayé, et donc un exemple qui pouvait fonctionner, ça serait le suivant, en pensant par exemple à une fonction toute bête qui n'est pas C1, mais qui est quand même continue, c'est la valeur absolue, donc on aurait pu considérer une suite de fonctions qui tend vers la valeur absolue. Et la suite de fonctions que je vais considérer, c'est celle-ci. Donc cette suite de fonctions, il est assez simple de voir que ça converge simplement, quand n tend vers l'infini, vers racine carrée de x carré, qui n'est rien d'autre que la valeur absolue de x. Cette fonction-là n'est pas C1, donc elle n'est pas C1. Elle est bien C0, et ça devrait vous rassurer, puisque vous devriez savoir qu'une suite de fonctions continues qui convergent uniformément vers une fonction, cette fonction va être par conséquent continue. Donc ça devrait vous rassurer. Mais là, pour C1, ça ne fonctionne pas, malheureusement. Donc là, on se retrouve avec une fonction qui est C1. Maintenant, une question qui se pose quand même, qui reste à justifier, c'est le fait qu'on a une convergence uniforme. Alors, on peut constater que pour déterminer la norme infinie de fn moins f, comme les deux fonctions sont paires, on peut juste se contenter de regarder ce qui se passe dans R+. Donc, pour trouver fn moins f norme infinie, ou en tout cas essayer de majorer cette chose-là, on peut se contenter de regarder, donc au lieu de regarder surtout R, ça revient aussi à le regarder
juste sur R plus. Voilà, donc on peut regarder sur R+. Et si on regarde sur R+, on va se ramener à étudier la fonction Gn de x qui va être Fn de x moins x, tout simplement. Et là, on va pouvoir se permettre de dériver, pas de problème, on peut faire l'étude jusqu'au bout. On se rendra compte alors que Gn' de x est toujours négative. Donc ça veut dire que la fonction est strictement décroissante. Et qui plus est, on peut montrer aussi que la limite quand n tend vers l'infini de Gn de x, c'est 0. Et pour cela, vous pouvez utiliser les développements limités, qui est donc ici, vous allez avoir, donc si je commence à m'amuser à le faire, juste pour vous montrer, donc si je regarde ça, j'ai très envie de mettre x en facteur, donc c'est ce que je vais faire. Et là, je vais me retrouver avec... Donc ah ouais, il y a peut-être des questions. Bon, après ici, il n'y a pas de question de signe, donc tout va bien. Là, je me retrouve avec racine donc, de 1 plus 1 sur n x carré moins 1. Et là, je fais un développement limité de cette chose-là. Développement limité d'ordre 1, ça va suffire. Donc il suffit même quasiment d'un équivalent. Donc là, l'équivalent que je vais avoir, c'est x fois 1 demi 1 sur n x carré. On rappelle que le début du développement limité de cette chose-là, ça va être 1 plus 1 demi de la chose qui est ici, puis ensuite moins un quart de la chose qui est ici au carré, etc., etc. Donc on se retrouve avec ça, et je pense que c'est clair que quand x tend vers plus infini, ça tend vers 0, ce truc-là. Donc on a gagné. On vient de démontrer que Gn tend vers 0 quand... pas quand n tend vers l'infini, j'ai écrit des bêtises, c'est quand x tend vers l'infini. Et une fois qu'on en est là, ça veut dire que notre fonction elle est toujours positive. Et ça veut dire que la majoration, la norme infinie, c'est juste la valeur en 0. Donc ainsi, la norme infinie cherchée, donc fn moins f, c'est en fait la même que la fonction calculée en 0, donc Gn de 0. Et cette majoration, c'est racine carrée de 1 sur n. Et ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc on a gagné, on vient de démontrer qu'en effet, la suite des fonctions fn converge uniformément vers la fonction f. Et pourtant, la limite qu'on vient d'obtenir n'est pas C1. Voilà, donc malheureusement, la convergence uniforme ne conserve pas la régularité C1 de notre fonction. Elle conserve la continuité, mais elle ne conserve pas la dérivabilité. On pourrait se poser quand même quelques questions sur à quelles conditions est-ce que cela est possible de conserver en fait la dérivabilité. Je vous laisse le soin d'essayer d'y réfléchir par vous-même. Ok, donc on en est à la moitié. On va passer alors au 6e contre-exemple. En tout cas à la 6e question du jour. Hop. Yeah. Pour l'instant, on a alterné analyse et algèbre. Je ne sais pas si on va continuer comme ça. Là, c'est un peu d'analyse. Ouais, c'est encore un... Ouais, c'est de l'algèbre. C'est de l'analyse algèbre, là. Alors là, je vais vous proposer un truc un peu rigolo. Hop. On me dirait tous les trucs que je vous propose, c'est rigolo. C'est vrai. Sinon, je ne les proposerais pas. En tout cas, pour moi, je les trouve rigolos. Donc, 6. Alors, un exemple. Je veux un exemple. D'une forme bilinéaire. Donc, bilinéaire qui est continue en chacune des variables. Donc on dit que c'est continu séparément. Séparément. Mais pas continu. C'est peut-être un peu bizarre comme question, mais oui, alors ce que j'entends ici, donc forme bilinéaire, qu'on soit bien d'accord là-dessus, bilinéaire, je peux même vous demander symétrique. Hein. Donc je veux une forme bilinéaire symétrique, tant qu'à faire. Donc forme bilinéaire symétrique, ça veut dire que je dois avoir une fonction b de UV, ok, avec linéarité à gauche, linéarité à droite, et là je demande la symétrie en plus de ça. Ok, et tel que ça doit être continu en chaque variable. Donc ça veut dire que je demande à ce que la fonction qui a U associe cette chose-là soit continue. Et je veux que V associe cette chose-là pour U fixé soit aussi continue. Mais que la fonction B n'est malheureusement pas continue complètement sur l'espace qu'on travaille. Voilà. Donc c'est ça la chose que je vous demande. Et je vais vous inviter à nouveau à faire une pause sur la vidéo pour essayer de trouver un exemple qui satisfait à ces propriétés avant que je ne vous donne moi-même un exemple.
Ok, j'espère que vous aurez essayé. Alors évidemment, comme on parle de fonctions linéaires, tout ça, le premier truc qui devrait venir instinctivement, c'est le fait de se dire on va travailler en dimension infinie. Parce que si on travaille en dimension finie, on sait que les applications linéaires sont automatiquement continues, et donc on s'attend à ce que les fonctions bilinéaires le soient également. Et vous n'aurez totalement pas tort. Voilà. Puisque en effet, la continuité va être équivalente à une question de Lipschitzienté. Sauf que là, la Lipschitzienté pour bilinéarité, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut faire intervenir la norme de U et la norme de V. Donc c'est-à-dire qu'il faut dire que cette chose-là en valeur absolue va être majorée par une constante fixée, généralement strictement positive, mais bon, elle pourrait être nulle si la fonction bilinéaire est nulle. Mais enfin bref, une constante C fois la norme de U fois la norme de V. Essentiellement, c'est ça qu'il faut pouvoir écrire. Et justement qu'il ne faut pas pouvoir écrire. Donc il faut pouvoir écrire si c'est la fonction est continue, mais il faut que cette chose-là ne soit pas satisfaite. Alors, le seul moyen de s'amuser avec ça, c'est donc, comme j'ai dit, commencer à penser espace vectoriel de dimension infinie, et ensuite d'essayer de trouver une construction d'espace pas trop méchante, qui colle avec des choses qu'on a l'habitude de voir en deuxième année de classe préparatoire, et qui permettrait d'avoir la continuité de cette fonction-là, de la bilinéarité, juste par une des deux fonctions. Donc ça veut dire qu'on devrait pouvoir avoir une Lipschitzienté satisfaite dans les cas où la suite U ou la suite V est fixée, mais que malheureusement, dans un cas général, on n'a pas la Lipschitzienté. Bon, bah, la réponse que je vais vous donner va se baser sur ces idées-là. Et donc, je vais proposer de regarder l'espace des suites réelles à support fini. Donc, si je regarde les suites réelles à support fini, que va-t-il se passer? Alors, les suites réelles à support fini, ça veut juste dire qu'il y a un nombre fini d'indices pour lequel la suite est non nulle. C'est tout simplement ça que je demande. Ok. Alors, il faut aussi que je pose une norme. Alors, la norme que je vais poser, ça ne va pas être trop pris au hasard. Alors, j'aurais pu choisir la norme infinie, sauf que la norme infinie va peut-être un peu m'embêter. Je suis en train de réfléchir si ça m'embête vraiment des masses. Bon, ouais, j'aurais pu mettre la norme infinie. Mais je vais prendre une autre norme, parce que j'aimerais poser une forme linéaire par rapport à cette norme, et je voudrais que les choses se comportent correctement. Je vais considérer plutôt la norme 1, et considérer la somme des valeurs absolues. Voilà. Donc ça, cette norme-là est bien définie, il n'y a pas de problème, puisqu'on fait une finité de termes, hein, on a une somme d'une finité de termes, peu importe la suite qu'on choisit, donc il n'y a pas de problème là-dessus, et on a toutes les choses qu'il faut pour avoir une norme. Bien sûr, à côté, je vais quand même considérer la norme infinie parce qu'elle me sera utile. Donc là, la norme infinie, c'est tout simplement prendre le max, puisque là, je n'ai pas besoin de regarder un sub, vu qu'on a un nombre fini de termes qui est non nul. Donc c'est le max des valeurs absolues de UN. Enfin, des valeurs absolues de la chose, quoi. Voilà, très bien. Et donc, la fonction bilinéaire que je vais considérer, ça va être la suivante. Je vais considérer la fonction B qui, à la paire UV, va associer la somme des n un vn pour n entier naturel. Et donc là, je considère l'espace avec la norme 1. Je tiens quand même à le préciser, c'est important. Bien que je pense que les choses que je vais expliquer pourraient marcher aussi vis-à-vis de la norme infinie. Je pense que ça ne poserait pas vraiment de problème. Bon, bah, très bien, montrons que cette application-là est bien linéaire en U, linéaire en V, mais qu'elle n'est malheureusement pas... enfin, qu'elle est continue en U, continue en V, mais qu'elle n'est malheureusement pas continue sur tout l'espace. Alors, déjà, vous voyez par vous-même qu'il y a bien la linéarité à gauche et à droite, qu'il y a bien la symétrie, donc ça, on est content. L'autre truc qu'il faut maintenant satisfaire, c'est, comme j'ai dit, la continuité. La continuité pour une des deux variables, si je fixe... Alors vous remarquerez, à cause de la symétrie, que la continuité dans une variable, ça va donner la continuité pour l'autre variable. Donc si on fixe une suite U dans l'espace, ok, eh bien, je peux écrire la chose suivante. Pour n'importe quel V, on va avoir la norme, enfin la valeur absolue de B de UV, qui va être inférieure ou égale par inégalité triangulaire à la somme des valeurs absolues de n UN fois valeur absolue de Vn. On se retrouve avec ça. Et la valeur absolue de NUN, je peux la majorer par la norme infinie. Pas de problème, puisque la suite UN, elle est fixée. Donc NUN, c'est une suite fixée. Donc je sais que la norme infinie, cette chose-là existe.
Donc je peux écrire. Donc je vais écrire la chose suivante. J'ai en fait finalement inférieur ou égal à la norme infinie de... Je vais l'écrire juste NU, hein, qu'on soit OK. Même si c'est peut-être pas très bien écrit, mais c'est pas grave. Donc NU infini fois la norme 1 de la suite V. Et là, bah, j'ai une majoration donnée par une constante, puisque U est fixée, donnée par une constante fois la norme 1 de V. Donc qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de, en effet, démontrer que la fonction qui a V associe B de UV est continue, car lipschitzienne. Et la lipschitzienneté est donnée par le coefficient qui est ici. Donc par symétrie, je pense que c'est assez clair qu'en effet, ça va marcher si j'échange U et V. Et maintenant, pourquoi la fonction B n'est pas continue entièrement sur E? Eh bien, je pense que vous l'auriez deviné depuis le début, mais si je considère U égale V égale la suite que je vais noter EN, qui va tout simplement valoir donc EN, alors peut-être EN en exposant, parenthèse. Donc EN exposant parenthèse, si je la calcule en K, bah, ça va donner 0 si K est différent de N et 1 si K égale N. Et si je regarde maintenant B de UV, bon bah c'est clair, ça va donner N. Et donc si je regarde cette suite-là et que je la fais tendre vers N qui tend vers l'infini, bah, je me rends compte que je ne peux pas trouver une borne constante telle que B de UV est inférieure ou égale à ce que je veux. Donc en faisant tendre, en notant, hop, j'essaie de mettre de la lumière quand même, en notant que la norme 1 de U et la norme 1 de V, c'est la même, c'est égal à 1, peu importe le n qu'on choisit, eh bien là on se retrouverait avec B de UV. Donc si je voulais avoir la continuité, je devrais pouvoir dire que c'est inférieur ou égal à une constante fois la norme de U fois la norme de V, mais du coup constante, sauf que ça c'est égal à n, donc on a une contradiction. Et donc B n'est pas continu sur E. Voilà, donc ça peut être étonnant, hein, cet exemple-là, parce qu'en effet, on a peut-être tendance trop rapidement à croire qu'en effet, la continuité à gauche et la continuité à droite d'une fonction bilinéaire, là ici d'une forme bilinéaire, impliquerait la continuité sur tout l'espace. Eh bien en fait, non. Et c'est un peu la même chose que quand on regarde les dérivées partielles par rapport à x, par rapport à y. Est-ce qu'on conclut la différentiabilité? Pas forcément. D'accord? Donc c'est aussi un truc un peu analogue à ça. On se rend compte de ça. Bien, ok, je vais changer les rôles des tableaux, peut-être que vous le verrez un peu plus clairement. L'exemple que je viens de donner. Hop, voilà, vous voyez un petit peu tout. Très bien. Et on va passer au septième. À la septième question. Alors la septième question, elle va être très rapide. Puisque ça va être un peu en lien avec des choses qu'on a déjà dites là, sur les exemples d'avant. Mais bon, c'est bien, ça permet d'alterner aussi des questions rapides et des questions moins rapides. Donc la question 7, c'est donner un exemple d'une fonction convexe. Allez, je vais dire convexe sur R, mais non C1. Alors cet exemple, il va très très vite si vous avez bien en tête la définition de convexité et le fait que vous avez bien en tête que ce n'est pas en lien avec C1. Parce qu'on a trop tendance à croire que pour montrer qu'une fonction est convexe, il faut la dériver 2 fois, et puis ensuite regarder que la dérivée seconde est positive. Voilà, on a trop tendance à penser ça. Malheureusement, en général, on peut avoir une fonction convexe sans pour autant que la fonction soit C1. Voilà. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir, et puis je pense que vous allez facilement trouver un contre-exemple. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Si vous n'avez pas facilement trouvé un contre-exemple, c'est que tant mieux que je vous pose cette question. Ça fait pas de mal de voir ça. Et donc, un contre-exemple un peu évident, c'est la valeur absolue. Voilà, la valeur absolue est un exemple d'une fonction convexe, hein, si je la dessine. Et on va essayer de jouer avec des couleurs, en espérant que ça soit visible au tableau. Hop. Voilà, donc là j'ai une fonction convexe. Et vous pouvez vous amuser à le démontrer par vous-même, hein, c'est pas très difficile, c'est de l'inégalité triangulaire, hein, puisque si vous écrivez f de lambda x plus 1 moins lambda y, ça c'est inférieur ou égal à valeur absolue de lambda x, plus valeur absolue de 1 moins lambda
y, et comme lambda est compris entre 0 et 1, et que x et y sont des réels, bon ça n'a pas beaucoup d'importance, on peut sortir le lambda de la valeur absolue et le 1 moins lambda de la valeur absolue également. Et donc on conclut. Voilà. Donc voilà un exemple de fonction qui n'est pas C1, hein. C'est encore le même exemple que tout à l'heure, une fonction qui n'est pas C1, mais qui est quand même convexe. Voilà. Alors il y a quand même une propriété qui reste vraie sur la convexité, c'est que si vous avez une fonction convexe sur un intervalle ouvert, la fonction, elle va admettre des dérivés à gauche et des dérivés à droite. Le problème, c'est que ces dérivés à gauche et dérivés à droite vont satisfaire des inégalités qui sont liées aux inégalités des pentes, mais malheureusement, il n'y a pas forcément égalité. Et c'est justement là-dessus qu'on joue ici. Là, ici, on a bien une dérivée dans un sens, donc dérivée ici à gauche et une dérivée à droite. La dérivée à gauche est inférieure ou égale à la dérivée à droite. C'est exactement ça qu'on va avoir comme inégalité. Et là, je joue de ça en ayant une inégalité stricte en 0. Je pourrais faire un truc plus compliqué, un peu plus polygonal, dans lequel on a un certain nombre d'angles, et pour chacun des angles, on va avoir les inégalités de pente à satisfaire, ce qui va amener des inégalités sur les dérivés à gauche et dérivés à droite de notre fonction. Donc il va bien y avoir des dérivabilités quand même à gauche et à droite, mais on ne va pas avoir C1. En général, on n'est pas obligé d'avoir C1. Très bien, donc ça c'était notre 7e question. Je vous avais dit que c'était un peu plus rapide. On va passer peut-être à la question la plus... une des questions les plus difficiles. Je dirais peut-être pas que c'est la plus difficile par rapport à toutes les autres posées. Mais c'en est une quand même qui n'est pas si évidente. La question va être la suivante. On revient à nouveau sur de l'algèbre. On ne fait que de l'alternance pour le moment. Et donc, je veux un exemple d'une application linéaire continue sur un R espace vectoriel normé, donc sur un REV, pour qu'il y ait un minimum de sens. D'ailleurs, j'aurais pu le dire pour l'autre exemple, mais c'est pas grave. Normé. Et je veux que la norme triple associée à cette application linéaire ne soit pas atteinte. Donc telle que la norme triple, donc une application linéaire que je vais appeler T, telle que la norme triple de T n'est pas atteinte. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la norme triple c'est la norme subordonnée. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une norme posée sur votre espace vectoriel, vous pouvez définir la norme subordonnée comme étant la chose suivante. Vous regardez le sup pour x appartenant à la sphère unité, je vais l'écrire comme ça parce que ce sera plus simple, de la norme de Tx. Voilà ce qu'est la norme subordonnée. Et cette norme subordonnée a plein de bonnes choses, notamment le fait qu'elle permet d'avoir la Lipschitzianité de notre application et que si la norme triple donc est finie, ça implique, et c'est même équivalent, à dire que l'application T est continue. Donc là, en vous demandant une application linéaire continue, je vous demande déjà que la norme triple soit finie. Là, tout l'enjeu, c'est de trouver un exemple où, malheureusement, la norme triple, on ne l'atteint pas. Il y a beaucoup d'exemples dans lesquels on atteint justement cette norme triple. Et bien là, l'objectif, c'est de montrer un exemple où on ne l'atteint pas. Alors, il faut réfléchir un petit peu. Je ne vais pas tout vous divulgacher maintenant. Je vais vous inviter à faire une pause dès maintenant pour essayer de trouver par vous-même un exemple avant que je ne vous en propose un. Ok, ben j'espère que vous aurez essayé. Hop. Alors, normalement, vous devriez vous être posé la question, oui, alors qu'est-ce qui se passe si je prends une application linéaire continue sur un espace de dimension finie, vers éventuellement un espace de dimension finie. Peut-être si je travaille juste avec des espaces de dimension finie. Le problème, c'est que quand on travaille sur un espace de dimension finie, la sphère unité est compacte. Et donc, vous avez une application continue sur un compact. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez la propriété des bandes atteintes qui s'applique. Ça signifie qu'il existe bien un x tel que la norme triple est atteinte pour un certain x dans la sphère. Donc raté. Voilà, malheureusement, ça ne marchera pas.
Donc il ne faut pas travailler en dimension finie, il faut travailler en dimension infinie. Et tant qu'à faire, on ne va pas trop se fouler et travailler sur un exemple qui serait plutôt un endomorphisme. Donc il faut travailler sur un endomorphisme de R espace vectoriel dimension infinie et essayer de trouver une application qui fasse en sorte que la borne triple n'est pas atteinte. Alors les premiers exemples en dimension infinie qui vous viennent à l'esprit, c'est peut-être les suites, comme on l'a fait tantôt, ou peut-être les ensembles de fonctions. Et si vous prenez des ensembles de fonctions, vous pouvez commencer à penser à une opération assez bébête, qui serait tout simplement de faire un jeu d'intégrale. Alors il faut être un tout petit peu plus subtil que ça, parce que si vous vous amusez juste à faire l'intégrale, ça ne va pas marcher. Par contre, si vous vous amusez à multiplier par une fonction qui change de signe, c'est là la petite chose rigolote, si vous faites ça, et bien là vous allez trouver un contre-exemple. Et donc c'est ce que je vais vous proposer. On va considérer E, l'espace des fonctions continues sur le segment 0,1 à valeur réelle. On va considérer la norme comme étant la norme infinie. Je pense qu'on ne se foule pas là-dessus. Et je vais considérer l'application suivante, l'application qui a f associe, donc l'application t, qui a f associe la fonction qui a x associe l'intégrale de 0 à x. Donc comme j'ai dit, je veux un truc qui change de signe. 1 demi moins t fois f de t dt. Donc je vais considérer cette fonction. Alors, je vous laisse le soin de vérifier par vous-même que la fonction est bien une fonction linéaire, une application linéaire, un endomorphisme même, puisque bien évidemment vous êtes en train de prendre une primitive d'une fonction continue. Donc la fonction qu'elle a est bien continue, pas de problème. Pour montrer ensuite que vous avez bien la norme triple qui est atteinte, alors c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, normalement la norme qui est ici c'est la norme de l'espace d'arrivée. Bon, ici comme j'ai décidé de prendre un endomorphisme, bon, la norme de départ sera la même que la norme d'arrivée ici. J'aurais pu choisir de changer de norme, mais je vais garder la même norme pour l'espace d'arrivée et l'espace de départ pour avoir la même topologie de part et d'autre. Bon, alors, si je regarde maintenant la norme, donc si je suppose que la norme de f est égale à 1, ok, bon, bah, je vais pouvoir écrire la chose suivante, la valeur absolue de tf de x, bon, je peux la majorer brutalement, puisque là j'ai des... je pense que c'est assez clair que je peux mettre en valeur mettre des valeurs absolues. Donc je vais avoir inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x, inégalité triangulaire, 1 demi moins t, ça c'est bon, 1 demi moins t fois valeur absolue de f de t. Tac. Donc je vais avoir ça. Et puis ça, la valeur absolue de f de t est donc inférieure ou égale à 1. Donc je vais pouvoir écrire que ça c'est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x. Bon, x je peux le mettre à 1 puisque la fonction est positive. Toute cette fonction-là est positive. Donc prendre l'intégrale jusqu'à un certain x, ça revient à la même chose que de regarder l'intégrale jusqu'à 1. Donc tac, de 1 demi moins t dt. Je vous rappelle que mon but c'est quand même de trouver la norme triple. Ça serait utile pour vérifier qu'elle n'est pas atteinte. Donc je ne vais pas majorer brutalement en disant ce truc-là est inférieur ou égal à 1. Je pourrais, ça me permettrait de conclure directement que la fonction est bien continue, mais je vais faire un peu plus subtil parce que j'aimerais bien avoir la norme triple. Donc là, en fait, je vais calculer cette intégrale-là. Cette intégrale-là, elle est symétrique par rapport à 1,5. Donc je me retrouve en fait finalement avec 2 fois l'intégrale de, par exemple, de 0 à 1,5 de la fonction 1,5 moins t qui est positive dans cet intervalle-là, hein, donc je peux enlever la valeur absolue, et trouver une primitive de ce truc-là, c'est pas dur, donc je vais me retrouver avec 1,5 moins t au carré divisé par 2, par moins 2 d'ailleurs, attention au signe, et ici calculé en 0 et en 1,5. Donc si je calcule en 1,5, ça fait 0. Si je calcule en 0, bah là je vais me retrouver avec 1 quart. Moins, ça deviendra plus. Et le 1,5 va simplifier, donc je me retrouve finalement avec 1 quart. Voilà. Et moi ce que j'affirme, c'est que la norme triple, c'est exactement égal à 1 quart. Alors on va essayer de voir de plus près comment on démontre que ce truc-là, c'est bien 1 quart. Mais déjà, on vient de démontrer qu'en effet, la norme triple, puisque là ça c'est vrai pour n'importe quel x. Donc on a alors que la norme infinie de tf est inférieur ou égal à 1 quart, et donc on a gagné t est continu. Yes. Mais maintenant, comment on démontre que la norme triple est bien inférieure ou égale à 1 quart, est égale à 1 quart, donc inférieure ou égale à 1 quart, c'est clair. Maintenant, comment on montre qu'elle est égale à 1 quart, il faut se poser la question par rapport aux inégalités qu'on vient d'écrire, à quelles conditions est-ce qu'on peut avoir égalité? Alors, les conditions qui ont l'air de se dessiner, c'est
tout d'abord de voir que ici, alors on va le faire peut-être étape par étape. Si je regarde l'inégalité triangulaire, à quelles conditions est-ce qu'on a égalité dans l'inégalité triangulaire? La condition, c'est qu'il faut que la fonction dans la valeur absolue soit toujours du même signe. Donc soit toujours positive ou toujours négative. On peut se simplifier un peu la vie en disant je veux que la fonction soit toujours positive. Donc ça veut dire que la fonction f que je dois considérer, elle doit être toujours du même signe que 1 demi moins t. Okay, donc ça veut dire que le signe de f, elle va valoir un truc positif sur 0, 1 demi et un truc négatif sur 1 demi, 1 demi, 1. Donc ça nous dit il y a une question de signe. Donc f, donc je vais mettre ça, 1, ça implique, donc égalité en 1, implique que f, le signe de f, c'est 1 ou moins 1. Donc 1 si t est inférieur à 1 demi et moins 1 sinon. Voilà. OK. Ensuite, la prochaine inégalité, elle est intervenue en supposant que ce truc-là était inférieur ou égal à 1. Donc pour avoir l'égalité ici, il faut et il suffit de dire que la fonction est égale à 1. C'est le seul moyen pour essayer d'avoir l'égalité pour passer d'ici à ici. Donc là, on est en train de dire qu'il faut que la valeur absolue de la fonction, je précise, la valeur absolue de la fonction soit égale à 1. Donc ça veut dire qu'en fait, la fonction que je viens d'écrire là, c'est ce que je demande pour ma fonction f. Et là, vous commencez à vous dire, ah oui, mais du coup, je ne vais pas réussir à l'atteindre, puisque la fonction f qui vérifie ça n'est pas continue. Ben voilà, je viens déjà de démontrer que, éventuellement, cette borne ne pourrait pas être atteinte par une fonction continue. Donc là, on voit, OK, qu'a priori, si je veux avoir toutes ces égalités, puisqu'après, la dernière ici, c'est juste un jeu de calcul, mais la dernière, c'est à la fois, donc la deuxième, juste pour conclure, la deuxième, ça me dit que la valeur absolue de f de t doit être égale à 1 sur 0, 1, et qu'en plus de ça, il faut que je prenne x égale 1, au passage. Mais bon, le x égale 1 n'a pas forcément beaucoup d'intérêt puisqu'on a juste un ensemble, une fonction continue, enfin on a une fonction continue positive, donc passer à 1, ça pose a priori pas forcément de problème. Le truc hyper important, c'est ça, c'est la valeur absolue de f de t qui doit être toujours égale à 1. Donc on conclurait qu'une fonction qui atteindrait le maximal, ça serait de prendre une fonction signe comme celle-ci. Maintenant, cette fonction-là, elle n'est pas continue, donc ça veut dire qu'on n'atteindrait jamais un quart. Mais est-ce qu'on ne peut pas construire une suite de fonctions continues qui fasse en sorte qu'on atteigne un quart? La réponse est oui, on peut quand même construire une suite de fonctions continues qui tend vers cette fonction-là. C'est pas impossible. Je vais effacer un petit bout là. Je vais peut-être effacer la question, tant pis. Hop. En effet, juste pour le faire avec un dessin, puis après on pourrait expliciter la formule. Tac. Là, disons que ma fonction signe, donc on a dit elle est positive d'abord, puis ici. Il faut que je fasse un choix, hein. Là c'est vrai que je n'ai pas fait de choix, il faut que je fasse un choix. Hop. Donc on va dire ceci. Voilà. Donc si je considère la fonction signe comme celle que je viens de poser, qui permet d'atteindre le maximum, tout en faisant en sorte que la norme de f soit toujours inférieure, soit toujours égale à 1, eh bien, on se rend compte qu'on peut très bien faire une suite de fonctions comme celle-ci. On peut aller jusqu'à un certain 1 demi. C'est un truc hyper classique, ça. Hein. Donc 1 demi moins n, si je ne fais pas de bêtises. Pardon. 1 demi moins 1 sur n, c'est ça que je veux faire plutôt. Et puis, ici, je vais jusqu'à 1 demi plus 1 sur n. Et je fais une droite, tout bêtement, qui relie les deux points. Puis après, je vais ici. Voilà, bah ça serait un exemple de fonction que je vais appeler Hn. Ça serait un ensemble de fonctions qui sont toutes continues et qui tendent par limite, donc là par convergence simple, elles tendent vers la fonction f, enfin la fonction f que l'on souhaite pour maximiser la valeur de la norme de tf. Et donc, bah, par conséquent, des suites de ce calcul-là, bah, on se rend compte qu'en effet, la limite quand n tend vers l'infini de cette suite d'intégrales, Hn de t. Et là, on peut vraiment faire le calcul explicitement, parce que là, c'est des droites. Il n'y a pas besoin d'utiliser un théorème. Hein, pas besoin. Vous pouvez juste calculer votre Hn, voir la soustraction, voir qu'en fait, vous allez regarder l'intégrale de 1 demi moins 1 sur n à 1 demi plus 1 sur n, et tout. Enfin bref, ça se calcule directement. Hein. Je n'applique pas de théorème d'échange limite fonction dt. Donc j'affirme que ce truc-là, quand n tend vers l'infini, ça va tendre vers exactement un quart.
Donc ça signifie que la norme triple est bien égale à 1/4, puisque je peux construire une suite de fonctions qui atteint cette borne. Mais, malheureusement, je ne peux pas trouver une fonction continue qui satisfait à cette borne, parce que cette fonction-là, ça devrait être cette fonction signe. Voilà. Pas mal, hein? Donc c'est pour ça qu'il fallait changer le signe, parce que si vous ne changez pas le signe, eh ben malheureusement, vous pouvez atteindre la borne en prenant juste la fonction qui est toujours égale à 1, ou toujours égale à -1, suivant le signe de la fonction f. Donc c'est pour ça qu'il fallait prendre une fonction qui change de signe, parce que justement, en jouant avec les inégalités, eh bien, on arrive à exhiber ce qui devrait être la maximalité, ce qui devrait atteindre la maximalité, et cette maximalité va amener une fonction qui n'est pas continue. Cool. Hop. Je vais mettre ça là-haut, ça sera peut-être un peu plus facile à lire. Et on va passer au 9e, avant-dernière question. Hop. Bon, elle aussi, elle va être rapide. Je pense qu'on a passé la question la plus dure. Bon, après, il y en a, la dernière, elle est quand même rigolote aussi. Hein, elle n'est pas évidente, mais bon, peut-être un petit peu plus facile que celle que nous venons de faire. Alors, je considère A et B. Alors là, je vais vous faire bugger. Je vais considérer A et B dans Mn de R tel que A, B est égal à BA. Est-ce que c'est ça que je veux? Non, donner un exemple. Excusez-moi, je vais les réécrire autrement. Je veux un exemple de deux matrices AB dans Mn de R tel que AB est égal à BA et A et B ne sont pas diagonalisables simultanément. Alors là, oui, je vais vous faire bugger. Surtout si vous avez bien suivi l'épisode. Parce que si vous avez bien suivi l'épisode, ça devrait faire écho à une autre question par rapport à la diagonalisabilité simultanée. Mais je ne le dis pas. Si vous voulez faire demi-tour sur la vidéo pour essayer de retrouver le moment, vous pouvez vous amuser à le faire. Moi, je ne vous dis rien. Je vous pose la question, est-ce qu'il est possible de trouver donc un exemple de paire de matrices telle que ça satisfait ces deux conditions? Je vous invite donc à nouveau à faire une pause pour essayer de trouver cet exemple par vous-même. Ok. Alors le piège, c'est que si vous demandez à ce que A soit diagonalisable et que B soit diagonalisable, voire même juste que l'une des deux soit diagonalisable, est-ce qu'il faut que les... Non, il faut que les deux soient peut-être diagonalisables. Je réfléchis un peu. Voir quoi? Ouais, je pense qu'il faut peut-être que les deux soient diagonalisables pour que les choses marchent. En effet, si vous supposez que A et B sont tous diagonalisables, eh bien on a simultanée diagonalisabilité. Ha! Mais j'ai absolument pas demandé à ce que les matrices soient diagonalisables. Donc vous pouvez donner deux exemples de matrices qui commutent tout simplement, mais faisant en sorte qu'elles ne soient pas diagonalisables. Donc, un exemple que vous pouvez donner. Voilà, je vous avais dit que c'était un piège, que ça allait vous faire tiquer. Et ben voilà. Donc voilà un exemple de deux matrices qui commutent et qui ne sont pas diagonalisables simultanément parce qu'elles ne sont pas diagonalisables tout court. Voilà. Voilà. Si je vous ai eu, tant mieux, parce que c'était justement le but, c'était justement pour vous perturber, parce que je pense que pas mal d'entre vous se sont dit, bon, il faut que l'une soit diagonalisable, donc l'autre là. Non, non, je n'ai pas demandé ça. J'ai juste demandé à ce qu'elles ne soient pas diagonalisables simultanément. Et donc en effet, je le rappelle une nouvelle fois, si vous demandez à ce que les deux matrices soient diagonalisables et que vous avez la commutativité, alors elles sont diagonalisables simultanément. Ça par contre, c'est un théorème important. Bien, alors on en arrive alors à la dernière question. Et donc, comme promis, elle va être assez rigolote. Ça va entremêler groupe et topologie. Alors, ça c'est bon. Alors, je veux un exemple. L'exemple que je veux, c'est quoi? Je veux deux groupes, G, G'.
Donc G, G' sont des groupes. Je veux prendre des sous-groupes. H et H'. Pas forcément distingués, d'accord, il n'y a pas d'obligation. Je veux deux groupes comme ça, enfin deux paires de groupes comme ceci, d'accord. Donc G, H, G', H' sont des groupes. Tels que nous ayons un morphisme mu, ok, qui va d'un groupe vers l'autre. Ce morphisme mu ici est surjective. Ici est bijective. Et je vais demander un petit truc topologique. Je vais demander à ce que H' soit dense dans G'. Alors dense selon quelle topologie, ça va être à vous de voir, à vous de définir les choses pour que les choses fonctionnent. Et que ce ne soit pas le cas de ce côté-là, que H non dense dans G. Encore une fois, à vous de bien définir la topologie pour que le tout fasse sens. Voilà. Alors bon, c'est vrai que l'exemple tel que je l'ai posé là est peut-être pas évident à penser, mais c'est vrai que bon, souvent quand on a des morphismes de groupe ou des isomorphismes de groupe, on a trop tendance à croire qu'on va préserver la topologie. C'est de là que j'ai eu cette idée d'exemple. C'est en me disant, est-ce que je ne peux pas trouver un contre-exemple justement où je peux avoir des constructions de groupes qui sont en lien l'un avec l'autre, mais dont le comportement topologique est différent. Voilà, c'est comme ça que j'ai pensé à cet exemple-là. Alors c'est sûr que ce n'est pas le truc qu'on va rencontrer tous les jours, mais n'empêche que c'est bien d'essayer de réfléchir un peu à ce genre de construction, qui n'est pas forcément évidente, et d'essayer justement avec des exemples classiques, hein, parce que là je ne vais pas vous demander de chercher des exemples si alambiqués que ça, vous pouvez vraiment chercher parmi les exemples assez classiques que vous connaissez. Et ça devrait vous aider. Bref, comme pour les dernières questions, je vous invite à nouveau à faire une pause pour essayer de trouver un exemple qui vérifie ces propriétés-là par vous-même avant que je ne vous donne moi-même cet exemple. Ou en tout cas, un exemple qui marche. Ok, eh bien un exemple qui marche, c'est de prendre G comme étant les réels, G' comme étant Z. Donc si je prends les réels avec la valeur absolue, je pense que c'est clair que que Z n'est pas dense dans R. Ensuite, G', eh bien, je vais prendre SO2, donc c'est-à-dire les matrices de rotation. Ce sont les matrices de la forme cos θ sin, moins sin θ d'ailleurs, moins sin θ. Je pourrais mettre exponentielle en fait, je pourrais même me mettre juste sur le cercle, je pense que je suis en train de me dire c'est peut-être pas mal ça aussi. Je peux peut-être me mettre sur le cercle finalement. Au lieu de prendre des matrices, peut-être faire un truc un tout petit peu plus simple. Donc je vais prendre G' comme étant le cercle. Donc la sphère unité, c'est l'ensemble des nombres complexes. Donc c'est l'ensemble des nombres complexes Z, tel que le module est égal à 1. Et je vais considérer H' comme étant l'ensemble des exponentielles I K psi, avec K dans Z, et avec psi, tel que psi est un nombre réel, vérifiant que psi divisé par pi n'est pas rationnel. Ok, alors si on regarde un peu plus près ce que je viens de faire, alors, réfléchissons 2 secondes. Donc si on regarde un peu plus près ce que je viens de faire, donc en effet j'ai un morphisme, hein. J'ai un morphisme qui devrait être assez évident qui va de G vers G'. Ce morphisme que j'ai décidé d'appeler mu, c'est le morphisme qui à un élément θ va associer exponentielle Iθ. Ce morphisme-là, il est bien surjectif, et c'est bien un morphisme de groupe, hein. Bien sûr c'était sous-entendu, on veut un morphisme de groupe. Donc le morphisme de groupe ici, c'est bien, là on transforme un groupe additif en un groupe multiplicatif. Très bien. Ensuite, ce morphisme mu réduit à Z avec le morphisme que l'on a posé. Donc ça veut dire qu'il faut changer légèrement le morphisme pour avoir exactement ce qu'on veut ici. Donc si on veut avoir exactement ce qu'on veut là-bas, il faut que je multiplie certainement par psi ici.
Et psi étant non rationnel, psi est non nul. Ok, et donc je peux très bien facilement jouer avec l'argument pour m'assurer que j'ai bien la surjectivité. Très bien. Et donc là, le morphisme mu sur z, en effet, va envoyer k vers exponentielle i k psi. Très bien, pas de problème. Et alors le premier, c'est bien surjectif. Le deuxième, d'après la construction, c'est surjectif. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est bijectif? Et la réponse est la suivante. Si vous aviez deux éléments qui étaient égaux, ça veut dire que leurs arguments sont égaux. Donc ça veut dire que k psi doit être égal à m psi plus 2pi. Enfin 2 L pi, avec L dans Z. Si vous modifiez un tout petit peu l'écriture et que vous supposez que k est différent de m, eh bien vous allez vous retrouver avec donc k moins m que vous allez diviser, et ensuite vous allez diviser par pi, et vous allez obtenir que psi divisé par pi est égal à 2 fois L divisé par k moins m. Et là, vous êtes en train de dire que la division de psi par pi est rationnelle. Or, on a supposé que ce n'était pas le cas. Donc ça, c'est impossible. Donc ça veut dire que le seul moyen pour que ce truc-là soit vrai, c'est que k égale m. Donc on a injectivité et donc on a bijectivité. Voilà. Donc ça, c'est gagné. On a un isomorphisme de groupe de z vers ce truc-là. On est content. Très bien. Et maintenant, voyons du côté topologique ce qui se passe. Donc, en fait, le côté topologique, c'est un peu rigolo, mais vous pouvez constater que les éléments qu'on va atteindre, ce sont des éléments qui sont dans l'image de, finalement, le groupe Z. Donc, ouais, on peut dire juste Z psi plus Z pi. Et là, je peux utiliser un théorème que nous avons déjà vu dans un précédent exercice. Je vais remonter un peu pour l'écrire. C'est le théorème des sous-groupes de R. Donc, si je regarde les sous-groupes de R, donc, on peut constater que si j'avais pris Z, enfin psi, que je fasse pas de problème, ouais. Donc il faut que je fasse Z plus psi sur pi Z. Donc on constatera que mu de ce truc-là, c'est bien la même chose que l'espace d'arrivée qui était H'. Ok. Mais ce truc-là, c'est un sous-groupe additif de R. Et ce sous-groupe, il n'est pas monogène. Donc c'est pas un truc de la forme AZ. Et donc il y a un résultat d'exercice qu'on a déjà utilisé, qu'on a déjà traité dans plusieurs exercices, je vais les mettre en lien en description, qui nous permet d'affirmer que ce groupe-là, il est dense dans R. Donc ça, c'est dense dans R. Car en effet, soit on est monogène de la forme suivante, soit on est dense. Et la fonction est pourtant continue. Hein. Donc la fonction que j'ai posée, la fonction qui a psi, qui a θ associe exponentielle i θ psi, elle est bien continue. Hein. Elle est bien continue, car elle est lipschitzienne. Vous pouvez utiliser les inégalités des accroissements finis, hein, elle est toujours valide sur les nombres complexes, et vous pouvez assurer que vous avez la 1 lipschitzienneté de votre fonction. Pas de problème, donc cette fonction est 1 lipschitzienne, donc elle est continue. Donc vous avez une fonction continue sur laquelle vous appliquez ça sur un ensemble dense d'un autre ensemble. Bon, vous concluez alors que H' est dense dans G'. Alors que H n'est pas dense dans G, pourtant c'est les éléments images que j'atteins. Voilà. Donc ça a un petit dérivé d'un autre exercice qu'on a déjà fait, c'était l'exercice des sinus n. Donc si vous vous souvenez de cet exercice, c'était l'exercice qui disait que l'ensemble des sinus n pour n dans z ou dans n, entier naturel, bon bref, je ne sais plus exactement. Mais les sinus n, je crois que c'est dans z, les sinus n dans z, c'est dense dans l'ensemble des valeurs qu'on peut atteindre dans l'intervalle -1, 1. C'est un espèce de dérivé de cette chose-là, sauf que là, on demande à avoir des propriétés de morphisme à satisfaire en plus de ça. Et là, le truc rigolo, c'est qu'en effet, les images atteintes par Z sont les mêmes que les images atteintes par ces trucs-là. Et donc, on arrive à conclure. Voilà, je trouve ça assez amusant comme truc, donc c'est pour ça que je voulais aussi vous partager ça. Je suis juste en train de réfléchir si j'ai pas écrit une... C'est possible que j'ai écrit une bêtise, ouais, ok. C'est pas psi divisé par pi que j'aurais dû écrire, c'est pi divisé par psi, je crois. Voilà, et certainement 2 pi d'ailleurs, enfin 2. Sinon ça marche pas. Voilà, beaucoup mieux. Navré pour ça.
Mais bref, de toute façon, ce truc-là est irrationnel, c'est ça le point. Vous avez un truc irrationnel et un truc rationnel, donc ça ne peut pas être monogène ce truc-là. Et donc c'est forcément dense. Bon voilà, bah écoutez, hop, on va changer les tableaux juste histoire que vous ayez une lecture assez correcte du deuxième tableau. Mais je pense que ça peut être le bon endroit pour s'arrêter. Je pense qu'on a fait le tour. Là, les 10 contre-exemples de cette année sont faits pour ce pêle-mêle numéro 5. Encore une fois, un grand merci pour l'intérêt toujours plus grandissant que vous portez à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Écoutez, eh bien, comme d'habitude, hein, je vous invite à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo. Ça fera toujours plaisir d'avoir des retours et aussi de discuter maths avec vous. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Il paraît qu'il y a une option booster la vidéo. Si tel est le cas, s'il s'affiche pour vous, je serais heureux si vous avez la possibilité de booster la vidéo. Ça ferait toujours plaisir de voir ça et de donner un peu envie à d'autres gens de regarder cette vidéo. Ça fera toujours plaisir. Bref, je dis ça si toutefois cette option est affichée. Si elle ne l'est pas, c'est pas grave. Écoutez, voilà, ça pourra éventuellement servir si un jour elle devient accessible. Bref, comme d'habitude, ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt.